Radio J, en route vers la présidentielle. Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! Le jour J, c'est dimanche, mais avant le second tour de la présidentielle, il y a bien sûr le traditionnel débat de l'entre-deux tours et le duel télévisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est ce soir à 21h sur TF1, France 2 et les chaînes d'infos. C'est le point d'orgue d'une campagne présidentielle. On en parle En route vers la présidentielle avec notre éditorialiste Alexis Lacroix, qui est aussi directeur de la rédaction de Radio J. Bonjour Alexis. Bonjour Eva. Que serait donc une campagne présidentielle sans débat de l'entre-deux tours à la télévision, qui est la consécration donc de cette élection depuis 1974, ça remonte. Oui, point d'orgue, consécration, vous avez raison, ça fait un peu plus de 40 ans, ça va faire bientôt 50 ans même que il y a, cette espèce de parcours obligé pour les deux finalistes de la présidentielle de se confronter, au fond, dans la petite lucarne qui est devenue, c'est vrai, l'objet télévisuel par excellence. On sait qu'une grande partie du débat public, du débat politique s'accomplit à la télévision. D'ailleurs, la plupart des responsables politiques, c'est une parenthèse, mais elle est intéressante, font du média training à haute dose en vue de ces échéances. On sait d'ailleurs, historiquement, rappelons-le, que François Mitterrand avait gardé un souvenir cuisant de son échec lors du débat de 1974, où Valéry Giscard d'Estaing lui avait opposé le monopole du cœur en lui disant « vous n'en avez pas le monopole ». Et c'est vrai qu'à l'époque, François Mitterrand n'était pas forcément agressif, mais il était sur la réserve et sur la défensive. Et Marine Le Pen, elle, a tiré toutes les conséquences, on va y venir dans un instant, de son échec lors du débat, son échec symbolique bien sûr, mais lors du débat de 2017, où elle était apparue non seulement elle n'avait pas bien réglé le curseur de la pugnacité, elle était apparue trop agressive. Donc un débat, restons sur les généralités, un débat de l'entre-deux tours n'est pas forcément l'occasion d'inverser les tendances sondagières, les tendances lourdes que les sondages indiquent. C'est plutôt l'occasion pour En fait, sauf gros gadin, ça change pas grand-chose, voilà, c'est ça ? Exactement, j'aime bien votre expression, sauf gros gadin, c'est-à-dire sauf sortie de route exceptionnelle ou dérapage non contrôlé de l'un des deux finalistes ou de l'une des deux finalistes, il n'y a pas de véritable, si vous voulez, effet sur les grandes tendances sondagières indiquées dans les jours qui précèdent. Là, en l'occurrence, alors on peut le commenter, nous sommes à peu près, si vous voulez, sur un 55-45, peut-être dans le meilleur des cas, 56-44, enfin cela varie. Donc effectivement, quel est l'objet ? Eh bien, pour Marine Le Pen, c'est de dire vous vous étiez trompé sur moi en 2017, et pour Emmanuel Macron, c'est de conforter son avance. Alors il faut dire... Alors Alexis Lacroix, j'aimerais revenir sur quelque chose, parce que ça, il en a beaucoup été question, et ça semble anecdotique. Pourtant, chaque candidat, chaque équipe de candidats regarde tout le réalisateur, où sont les sièges, où sont les caméras, est-ce qu'il faut faire des plans de coupe sur la réaction de l'autre ou pas ? La dernière fois, ça avait été le cas, cette fois-ci, ça le sera probablement pas. Est-ce qu'on peut parler avec vous de tous ces coulisses que vous connaissez extrêmement bien ? Alors moi, je suis peut-être pas le plus qualifié pour parler de toutes les coulisses, mais je sais qu'effectivement, les tractations sont incessantes. Je sais aussi, comme beaucoup de Français, vous voyez, je ne joue pas au plus malin, je sais que les tractations continuent en cette journée de mercredi, alors même que nous sommes à une échéance de quelques heures de ce débat. Les équipes de campagne, effectivement, imposent leurs conditions. Alors, c'est une affaire, bien sûr, d'image, de marketing télévisuel. Elle semble anecdotique au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les sondages. Elle n'est pas tout à fait anecdotique, justement, pour une raison très simple. Jean Garrigue le rappelait, il n'y a pas donc de véritable influence sur la dynamique de campagne. Le débat est plutôt la confirmation de dynamiques préexistantes. Mais dans cette perspective de confirmation, vous pensez bien que ces petits détails anecdotiques d'ordre médiologique, dirait-on comme Régis Debray, comptent énormément, car ils vont contribuer soit à confirmer les tendances, soit au contraire à les infirmer et à les freiner. En l'occurrence, donc on imagine très bien qu'il y a des impératifs, du côté notamment d'Emmanuel Macron, on va y venir dans un instant, il y a des impératifs de conforter ce qui lui apparaît comme son avance prévisible, disons, alors avec un double objectif auquel on viendra, qui est à la fois de montrer qu'il est plus qualifié, mais aussi qu'il est aussi humain.
C'est le double challenge. Alors, la dernière fois, le dernier débat, puisque là, c'est un peu le match retour de 2017, c'était pas vraiment une réussite pour Marine Le Pen. Cette fois-ci, elle veut être prête. Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent, est-ce que ça indique que ce sera le cas ou pas ? Alors, c'est très difficile. Je ne vais pas essayer de lire dans le mar de café avec vous. Trop de gens le font et ils se trompent à chaque fois, car par définition, il y a de l'imprédictible dans la vie publique et notamment dans ce type de débat avec leur caractère paroxystique. Ce qu'elle va faire, je vous résume la stratégie telle qu'elle est divulguée par ses conseillers. C'est bien sûr, faire fond sur le bilan d'Emmanuel Macron. Elle considère, à tort ou à raison, mais peu importe, là je vous dis ce qu'il y a dans leur tête, elle considère, vu du point de vue du Rassemblement national, que ce bilan est extrêmement critiquable, voire négatif. Elle va appuyer, sans pugnacité excessive, mais avec une fermeté sereine, dit-on, elle va appuyer sur les aspects les plus critiquables du bilan d'Emmanuel Macron. On sait d'ailleurs qu'ils vont ce soir probablement au RN l'attaquer sur les conseils demandés au cabinet de conseil américain McKinsey. Hautement facturé McKinsey. Elle va l'interroger sur la manière dont il a répondu au challenge de la hausse des prix, autrement dit d'une inflation galopante qui impacte les Français les plus modestes, notamment au cœur, de ce bastion électoral du Rassemblement national qui est la fameuse France périphérique, la France rurale. Les gens sont vraiment impactés par cette hausse des prix et notamment par les prix des carburants, mais pas seulement. Et donc ça, évidemment, c'est un argument de poids pour Marine Le Pen. Et globalement, elle va essayer de construire doublement son image, elle, de présidentiable sereine, qui a en quelque sorte moins besoin d'avoir un empilement de dossiers à ses côtés, car elle aurait, par rapport à 2017, ces dossiers dans la tête. Donc c'est pas la peine de plonger dans les notes à tort ou à raison en permanence. Et elle va essayer de projeter l'image d'une sérénité bienveillante, faisant contraste dans son esprit avec l'image dans laquelle elle souhaite, et là c'est une question d'image, on est bien à la télévision, elle souhaite enfermer Emmanuel Macron, qui serait celui, comme on dit aujourd'hui, du technocrate déconnecté et arrogant. Alors, voilà le challenge, si vous voulez, sémantique et stratégique. Elle a déjà mis des choses en place à ce niveau-là pour se montrer proche des gens sur le fait d'aimer les chats ou le jardinage. Il n'en reste pas moins que ça fait pas un programme ou que ça fait pas un programme politique. Non. Emmanuel Macron était un homme neuf la dernière fois, un peu comme ce qu'essaye de faire Marine Le Pen cette fois-ci. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas pour Emmanuel Macron. Alors, comment est-ce qu'il peut remédier aux déceptions, voire parfois même au rejet qu'il inspire? Et est-ce que c'est le but d'ailleurs pour lui de ce débat ce soir? Alors, effectivement, vous avez raison, vous posez une vraie question. Il a un passé, et donc potentiellement, vis-à-vis de celle qui peut se présenter comme une femme neuve, entre guillemets, un passif. Il ne faut pas que ce passé, les 5 ans qu'il vient d'avoir à la tête de l'État français, dans une situation d'ailleurs de multicrise, se renverse ou se transforme, se transmue dans le débat en passif. Donc plusieurs choses pour y répondre. D'abord, banaliser le débat. On voit bien que depuis quelques jours, au fond, les gens autour de lui, Gabriel Attal ce matin, etc., présentent le débat comme découlant d'une campagne à bas bruit, en quelque sorte. Vous voyez, donc ça, c'est la première chose. 2, il y a là la stratégie, d'une certaine rareté médiatique. Vous savez, c'était Jacques Pilan, conseiller, s'il en est, Rolls-Royce des conseillers, qui conseillait notamment François Mitterrand, qui avait théorisé justement cette écriture médiatique. En quoi consiste l'écriture médiatique pour un monarque présidentiel? C'est à rendre sa parole d'autant plus valorisée qu'elle est, en quelque sorte, rare et filtrée. C'est ce qu'il a fait, en annulant toute sa participation à des émissions qui lui étaient proposées, mettant d'ailleurs la présidente du RN dans l'embarras, puisqu'elle ne peut pas non plus parler s'il ne parle pas. Donc ça participe, si vous voulez, d'une forme de sérénité assurée d'elle-même, mais sans arrogance, et ma parole est rare, et donc je me divulgue, mais sans en faire trop. Et puis ailleurs, pour finir, voilà, ils veulent évidemment aussi taper. Mais ils vont taper en essayant de suggérer, chiffre à l'appui, que le programme présenté par la challengeuse du Rassemblement national n'est pas un programme viable pour la France. Et même pire, qu'il serait un programme qui enverrait, pardonnez-moi l'expression, économiquement, mais aussi politiquement, géostratégiquement, la France dans le mur. La question autour de laquelle ils veulent bâtir la confrontation de ce soir, c'est
est-ce vraiment bien raisonnable de jouer une alternance dans une période de crise paroxystique, voire même, si vous voulez, de désordre planétaire, de jouer une alternance qui aboutirait à donner, entre guillemets, les clés du magasin, c'est leur expression, à une personne qui se livre ces derniers jours, disent-ils, à un concours l'épine de démagogie. Et alors, par ailleurs, il y a un challenge. Il est très important en termes d'image. Là, nous sommes à la télévision, l'image compte beaucoup, comme sur notre plateau ce matin, ça compte. Qu'est-ce qu'il faut que Emmanuel Macron définitivement arrive à déconstruire, comme on dit aujourd'hui. Voilà, là, la quintessence. La quintessence. En une phrase. Au-delà de la critique de Marine Le Pen, de son adversaire, c'est logique. Il se présente ces derniers jours avec une parole rare, mais en bras de chemise, je suis à la tâche. Que doit-il corriger ? Une image qui, depuis les Gilets jaunes, lui colle à la peau, qui serait l'image d'un président hautain. D'un président hautain, coupé des réalités populaires et finalement méprisant. Il a commencé à lisser tout ce qui, dans son discours, était intello. Nous-mêmes, on est toujours rattrapés par le naturel, mais tout ce qui était intello, tout ce qui était anglicisme de banquier. Oui. Et donc, il va devoir... Alors voilà, le grand test pour lui ce soir n'est pas celui de la présidentialité, c'est celui de la capacité à l'empathie vis-à-vis du peuple. C'est celui de ce sens du peuple dont il ne peut pas, ce soir, laisser le monopole exclusif à la présidente du Rassemblement. On verra donc peut-être ce soir si Emmanuel Macron aime les chats, lui aussi. Voilà, Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Bonne fin de journée à vous. Et merci d'avoir été avec nous sur Radio J pour, bien sûr, En route vers la présidentielle. On est à J-4.